Et salut à tous, toute nouvelle vidéo sur Ice. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière, puisqu'aujourd'hui on va parler du tournoi et je vais vous présenter aussi la decklist que j'ai effectuée pour le tournoi. Donc ça a été un tournoi qui s'est déroulé pendant le mois d'août et du coup je vais vous faire part directement de ma decklist. Avant ça, il va falloir que je vous montre un petit peu les règles du tournoi pour que vous compreniez un petit peu plus les choix que j'ai fait dans mon deck et pourquoi je suis parti sur ce type de deck et pas un autre aussi. Je pense que les règles c'est vraiment très important, donc je vous les affiche et on va lire vite fait un petit peu les règles, comme ça après je vais faire le parallèle avec la construction du deck que j'ai fait à côté. Donc format du tournoi, tous les jours s'affrontent, donc je vais aller assez vite. La durée a été de mi-août à fin août. La durée des matchs, chaque match dure 45 minutes. Donc déjà, ça c'est la première info importante. Alors, chaque joueur s'affronte, ça c'est très très important. Ça veut dire que c'est un deck qui va devoir savoir jouer contre à peu près tout. Il n'y a pas, ça va pas être 3 matchs et le tournoi est terminé. Là, on est sur un tournoi à 8 participants. Donc, on va jouer minimum 7 matchs, donc contre 7 decks différents. Donc, il faut que ce soit un deck quand même assez solide, avec des fondamentaux qui puissent jouer à peu près contre tout. Chaque match dure 45 minutes. 45 minutes, c'est très très court. Donc déjà, moi, quand je lis ce genre de choses, euh, je me dis, il faut jouer quelque chose d'assez agressif. 45 minutes, c'est très peu de tours de jeu. Vous savez, dans Rise, il y a beaucoup de choses à faire. On invoque des rangs infinis, euh, on, euh, on répond à l'adversaire, on prend du temps pour réfléchir. Donc déjà, en 45 minutes, j'ai plutôt envie de jouer quelque chose d'agressif. Et en plus de ça, du coup, le système de points va me conforter dans mon idée. Victoire 0 points, défaite 3 points, défaite lourde 7 points, égalité 2 points pour chaque joueur. Règle des matchs. Donc, chaque match dure 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, s'il n'y a pas de gagnant, soit les deux joueurs se serrent la main, et du coup, 2 points chacun, égalité, donc on n'a pas réussi à départager les joueurs, soit on fait une prolongation de 15 minutes, donc c'est-à-dire que la partie dure 1 heure au total. Mais par contre, s'il n'y a toujours pas de gagnant à la fin de ces 15 minutes-là, c'est défaite lourde, donc c'est 7 points. Donc mathématiquement parlant, défaite lourde, ça veut dire que tu te tapes en une partie plus de 2 défaites. Donc moi, je suis parti du principe, en lisant les règles très rapidement, que j'avais envie de me taper aucune défaite lourde. C'est-à-dire que soit je gagne, soit je perds. Et la règle qui est vicieuse là-dedans, c'est que tu as beau, au bout des 45 minutes, toi, vouloir une égalité, si ton adversaire ne veut pas faire d'égalité, eh bien en fait, tu es bloqué. Tu dois jouer le temps additionnel. Donc moi, je ne voulais pas laisser à mon adversaire l'envie potentielle d'aller sur de l'overtime, donc aller jouer les 15 minutes d'après, parce qu'il suffit que moi je sois pas d'accord et que lui veuille le faire, et qu'au final on se finisse pas dans les 15 minutes qui suivent. 15 minutes c'est très court, hein. On va dire que c'est un tour pour chaque joueur, grand maximum, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un tour pour finir la partie. Euh, je voulais pas laisser ce choix-là à l'adversaire. J'avais envie qu'en 30 minutes grand max, pour pas prendre de risques, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Mais au moins comme ça, j'accumule le moins de points possible, puisque le but de ce tournoi, c'est d'accumuler le moins de points, et c'est comme ça qu'on définit le gagnant. Donc là, je vais vous présenter à partir de maintenant ma decklist, et du coup la decklist qui m'a permis de remporter ce tournoi. Je vais donc vous parler maintenant de ma decklist. Donc, avant de vous parler de ça, je voulais vous demander en commentaire, est-ce que ce type de vidéo où je vous présente mon deck et potentiellement le deck de quelqu'un d'autre ou d'autres decks que j'aurais fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si vous voulez que je fasse des feats avec d'autres personnes qui ont fait le tournoi, qui ont joué. Le but, ça serait de ramener des gens qui ont joué des decks complètement différents du mien euh, pour que vous puissiez vous aussi peut-être pouvoir voir un petit peu ce que les gens ont joué et ce que vous aimez, pouvoir tester des choses, puisque c'est ce que nous permet de faire Tabletop Simulator. Donc là, c'est le logiciel sur lequel je suis et c'est le logiciel sur lequel s'est déroulé le tournoi. Donc comme vous voyez, il y a deux playmates et on s'affronte en face à face directement. Et ça nous permet aussi de créer notre deck. Donc mon deck a été créé et j'ai pu du coup derrière jouer mes parties directement dessus. Donc là, je vous ai décomposé juste devant vous toutes les cartes de mon deck différentes. Alors bien sûr, il n'y a pas 50 cartes devant vous parce que si je passe la souris par exemple sur un des level up
qui est juste là, et ben vous voyez niveau supérieur généreux au rang 3, il y en a 3 sur mon deck, il y a le petit 3 qui est au-dessus, là il y en a 4, et en fait ça va être ça sur toutes les cartes. Mais je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi avoir fait ces choix. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu mes summoners. Parce que je sais que tout le monde ne voit pas forcément ces summoners-là. Mais dans Rise, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, c'est pas tout le temps le cas, mais en général, on a un summoner sur lequel tourne le deck. Donc moi, par exemple, ça va être Jack. Donc moi, mon deck va tourner autour de Jack. Et on va avoir plus un summoner de soutien. Donc je vais vous expliquer ce que fait chaque summoner. Donc Jack, c'est vraiment autour de ça que va se jouer le deck. Jack invoque une créature de rang infini citrouille. Donc les citrouilles, hop, ce sont ces cartes-là. Donc quand moi je fais la première compétence de Jack, j'invoque une citrouille. Une citrouille c'est une 1-1 de rang infini et qui a pour effet, donc le petit icône, route. Route en fait, ça fait que cette créature ne peut être détruite que par des blessures de combat. Et ça c'est très très important dans mon deck. Vous allez comprendre après pourquoi c'est important. La deuxième compétence de Jack, c'est mes citrouilles gagnent plus 2 et une charge food, donc c'est une carte nourriture maintenant, et toutes mes citrouilles gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc ce que j'aime bien avec cette capacité-là, comparé à d'autres invocateurs, c'est que c'est moins lent dans la façon de faire. Je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est de faire un deck où en fait je vais gagner en 30 minutes. Là, en fait, je vais pouvoir, au lieu de mettre des marqueurs charge +1, +1, +1, +1, +1, +1 et les accumuler, là, on va directement mettre un marqueur charge +2 et en plus mettre food sur les citrouilles, ce qui va pouvoir nous faire activer certaines autres cartes que je vais vous montrer après. Et après, la troisième compétence de Jack, que je n'ai jamais utilisée pendant le tournoi, mais elle est là, elle peut vous sortir de certaines situations. Vous faites un pile ou face. Si vous y arrivez, vous sacrifiez une de vos créatures. Donc Jack ne peut être détruit que par des blessures de combat, mais sacrifier ce n'est pas la même chose. Donc si vous avez une citrouille en jeu, vous allez devoir vous sacrifier d'une de vos citrouilles. Et échec, l'opposant ciblé doit se sacrifier d'une créature. Donc si vraiment il y a besoin de le faire, vous pouvez tenter un pile ou face pour que l'adversaire se sacrifie d'une créature. Ça c'est le premier invocateur, qui a 10 points de vie d'ailleurs. Et on va passer au deuxième qui est Scanarman. Pareil, je sais que c'est pas un invocateur au soutien qui est beaucoup joué, mais moi je l'apprécie beaucoup. Pour sa capacité 2, mais d'abord la capacité 1, c'est Canarman invoque un rang infini, un canard explosif. Donc le canard explosif, qui est qui est une bonne carte, j'aime bien moi cette petite capacité de Canarman, qui permet de sacrifier du coup le canard explosif, et soit de faire un point de dégâts à une créature, soit 2 points de dégâts à une porte. Bon, les jeux de porte, il n'y en a pas trop, on va pas se le cacher, c'est pas très très fort. Mais un point de dégâts aux créatures, on a quand même pas mal de créatures, par exemple, qui sont 4-1 avec percée, 2-1 avec le vol, ce genre de choses. Quand tu n'as pas le vol ou que tu veux répondre à une créature qui va te faire beaucoup de dégâts, parfois ça aide pas mal. Alors moi, ça va surtout être pour la deuxième capacité que je joue Canarman. Donc la deuxième capacité qui fait que quand tu la joues, tu pioches 2 cartes. Donc déjà, c'est 2 cartes que tu pioches directement. Donc ce que je trouve très très fort parce qu'en fait, quand on joue à Rise, on a le choix entre piocher une carte et prendre 2 d'or, ou piocher 2 cartes et prendre un d'or. Alors vous allez comprendre très vite que mon deck ne joue pas trop avec l'or, donc j'utilise pas trop les golds dans le deck. Donc ça veut dire que je vais souvent piocher 2 cartes par tour, et en plus de ça, je vais repiocher 2 cartes. Point inconvénient, par contre, l'adversaire peut piocher une carte s'il en a envie. Par contre, si l'adversaire pioche une carte, il va perdre un point de vie. Et ça jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire qu'à chaque carte que l'adversaire va piocher jusqu'à la fin du tour, il va perdre un point de vie. Et il n'est pas obligé de piocher cette carte. Donc, vous allez voir, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que je vais utiliser avec une autre carte notamment, qui est pour moi indispensable dans le jeu Canarman. Et la troisième compétence de Canarman, que je n'ai jamais fait de la compétition non plus, parce que du coup, c'était un jeu très agressif, donc en réalité, en 3-4 tours, la game était plutôt décidée en fait. Euh,
en général, je monte niveau 2 Canarman, puis après, je monte niveau 2 Jack. Et après, les level up qui en plus, c'est plus du bonus. Je vais pas trop utiliser les autres compétences. Jusqu'à la fin du tour, si un opposant cherche dans sa bibliothèque, vous pouvez aussi aller chercher une carte dans la vôtre. Donc, bibliothèque, c'est le deck. Donc, si l'adversaire va aller chercher une carte, en plus dans l'alpha, il y a beaucoup de cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des cartes dans le deck. Kellerman peut aller chercher aussi une carte, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est les deux invocateurs. Euh, on va passer directement au level up. Donc je vais vous faire d'abord la base du jeu, et après on va aller sur comment je tue l'adversaire, et ce qui me fait gagner. La base du jeu, du coup, c'est d'abord les level up. Donc la pristine level up, je vous l'apprends pas, carte obligatoire. Vous gagnez un niveau et vos adversaires récupèrent tous leurs points de capacité. Enfin, pas vos adversaires, vos invocateurs récupèrent tous leurs points de capacité et peuvent les réutiliser. Donc c'est-à-dire que tu peux invoquer une citrouille, booster tes citrouilles, mettre une pristine level up, donc un niveau supérieur parfait, et recommencer et rebooster une deuxième fois et remettre une citrouille. Donc plus 2 et plus 2 plus 2. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où tu as pristine level up dans ta main, toutes tes citrouilles, dans le même tour, tu peux leur donner plus 4, avec 2 points de compétence. Donc il suffit que tu aies 2, 3, 4 citrouilles, et en fait tout de suite tu vois que tu as des citrouilles 5-5 qui peuvent être détruites que par des blessures de combat. 5-5, pour les détruire avec des blessures de combat, faut y aller. Faut quand même que l'adversaire ait des grosses bébêtes. Deuxième du coup carte que je joue dans mes level up, ça va être le niveau supérieur généreux. Donc là cette fois-ci je la joue en 3 fois. La decklist je vais vous la mettre aussi en commentaire, donc je pense que ça va être le premier commentaire épinglé où je vais vous mettre toute la decklist, comme ça va être plus simple avec le nombre de cartes de chaque. Comme ça vous allez pouvoir regarder et pouvoir essayer si vous en avez envie. Donc niveau supérieur généreux, l'invocateur ciblé gagne un niveau et vous piochez une carte. Donc ça, moi, faut savoir que ça va être pareil que l'éthéral level up. Je vais jouer que des level up qui me permettent de piocher. En fait, je vais accélérer mon deck, un maximum. Donc vous avez compris, je pioche 2 cartes par tour au début de mon tour. Kenarman me refait piocher 2 cartes. Et en plus de ça, mes level up me refont piocher une carte. Donc en fait, j'arrive rapidement sur des tours où je pioche 5 cartes de mon deck. 5 par 5. Et c'est énorme. C'est énorme, surtout pour ce que je vais faire après. Donc là, c'est les level up. Et ensuite, on va passer du coup à la ligne. Alors, je les ai triés par ligne. Donc la première ligne, c'était les level up. Et là, c'est la ligne un peu j'empêche mon adversaire. Enfin, je réponds à l'adversaire. Donc là, c'est plutôt je réponds à l'adversaire. Donc pour répondre à l'adversaire, il y a des cartes qui sont un peu obligatoires dans les decks, donc que je vous recommande très fortement de mettre dans vos decks. Donc tout d'abord, c'est la limace baveuse, en 2 fois. La carte constante ciblée est exclue du jeu et un de vos invocateurs perd 2 points de vie. Alors oui, vous perdez 2 points de vie, mais vous excluez une carte du jeu. Il y a très peu de cartes qui permettent de récupérer des cartes exclues. Donc ça peut énormément gêner l'adversaire. Et en plus de ça, ça ne touche pas que les créatures, ça ne touche pas que les incantations, ça touche tout. Donc là, vous avez vraiment une carte, quand vous l'avez en main, elle peut vous sortir de n'importe quelle mauvaise situation. Et ça, c'est très important. Derrière, vous avez miroir de protection. Donc pareil, je recommande énormément, c'est en 3 fois dans tous les decks, vraiment c'est ce que je conseille de faire. Annulez l'invocation de l'imminente ciblée, puis faites comme si vous l'aviez invoqué. Donc toutes les imminentes qui vont vous empêcher de jouer, par exemple la limace baveuse, euh, une hécatombe, toutes ces réponses que l'adversaire va avoir, vous allez pouvoir en fait lui voler. Et du coup, ben, c'est vraiment très fort, puisque vous allez, pour un point d'action, pouvoir annuler un point d'action adverse. C'est comme ça que moi je le vois, c'est l'adversaire utilise un point de capacité pour jouer une carte, il va brûler un point de capacité et une carte, et vous, pour un point de capacité et une carte aussi, vous allez complètement annihiler sa carte et son point de capacité. Donc ça vous fait gagner de la ressource, et en plus de ça, vous allez le faire sur des cartes clés du deck adverse, ou des moments où l'adversaire va vouloir se sortir d'une très mauvaise situation, et au final, bah, ça va l'enfoncer encore plus. Donc vous avez Hécatombe, donc ça c'est carte hyper importante et obligatoire dans le deck.
qui combattent avec Jack. Je vous explique, toutes les créatures adverses meurent, toutes les créatures en jeu meurent. Et ça, normalement, on fait un lancer de pièces, on paye 2, et si on y arrive, toutes les créatures adverses meurent. Si on loupe, toutes les créatures en jeu meurent. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec Jack, je vous expliquais tout à l'heure, les créatures citrouilles que l'on invoque, ce sont des 1-1 qui ne peuvent être détruites que par des blessures de combat. Et du coup, bah, si vous avez que des citrouilles dans votre deck, enfin sur le terrain, et que vous lancez Hécatombe, en fait, vos citrouilles ne meurent pas. Donc vous allez détruire, même si vous ratez, les citrouilles vont rester sur le terrain. Et du coup, l'adversaire ne va plus avoir de créatures, et vous allez avoir toutes vos citrouilles encore sur le terrain. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On va avoir en aucune façon juste derrière. Donc durant ce tour, vos invocateurs et vos champs de bataille sont protégés de tous les effets ou actions de la carte ciblée. Ça c'est pareil, je recommande très fortement de mettre en 2 fois dans chaque deck. L'adversaire joue une dévastation, l'adversaire joue une hécatombe. Peu importe, en fait, vous pouvez dire cette carte-là, je veux que toutes mes créatures et mes invocateurs soient protégés de ça. Dévastation, je vous rappelle, détruit tout ce qu'il y a sur le champ de bataille, mais tout, incantation, créature, et en plus de ça, inflige 3 points de dégâts à chaque invocateur. En aucune façon, vous ciblez la, euh, la dévastation ne vous fait rien du tout. Et ça, et en plus de ça, elle va exploser chez l'adversaire. Et ça, du coup, c'est vraiment hyper important de la mettre. Et en plus de ça, il y a sa capacité pour une pièce et un pile ou face. La carte que vous avez ciblée est exclue du jeu. Donc là, c'est vraiment coup double. C'est-à-dire que vous pouvez empêcher une carte d'atteindre vos créatures et enfin toutes les cartes sur votre champ de bataille et vos indicateurs. Et en plus de ça, sur un pile ou face, une chance sur deux, vous excluez une carte une carte de l'adversaire. Donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de value en fait. Vous pouvez avoir beaucoup plus de ressources que l'adversaire assez rapidement, puisque vous annulez une carte et vous pouvez en exclure une. Donc avec une carte, vous pouvez en gérer deux en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Masque des Ténèbres, pareil, je recommande vraiment pas mal. Alors ça peut être joué en side aussi. Donc on avait le droit au side dans le tournoi, mais ça peut être joué en side. Moi, je sais que je la joue dans le deck principal. Jusqu'à la fin du tour, vos invocateurs reçoivent uniquement des dommages de combat. Donc pour tous les decks à combo, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs archétypes de decks dans Rise. Vous allez avoir les decks agressifs. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez avoir les decks hyper défensifs. Donc des decks où on va récupérer pas mal de vie, on va vraiment gêner l'adversaire un maximum. Et des decks à combo qui vont essayer de vous one-shot. Donc, et ça peut être fait dès le premier tour, deuxième tour, troisième tour, ça peut arriver très très vite. Donc il faut faire super attention. Et c'est pour ça que je mets des masques des ténèbres dans mon deck. En fait, ça me permet de me protéger de toutes ces combos-là qui pourraient directement atteindre mes invocateurs et les mettre à zéro. Grâce à ça, je ne prends pas de blessure de combat. Et en plus de ça, c'est pas une carte qui va vraiment rester dans votre main et servir à rien. Parce que si vous voyez que l'adversaire ne vous inflige pas de dégâts directs, vous pouvez récupérer une pièce et piocher une carte pour une carte. Ça fait tourner votre deck, c'est pas mauvais. Ça vient toujours avec la même logique. Euh, on a dit tout à l'heure que je pouvais piocher 5 cartes par tour. Si j'ai en plus un masque des ténèbres et que j'ai envie de le jouer, je peux piocher une sixième carte. On peut faire tourner le deck très très vite, quoi. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que je ne jouais pas beaucoup de pièces dans mon deck. Donc vu que je ne joue pas beaucoup de pièces, je joue colère, que j'aime beaucoup. Tous les joueurs doivent payer leurs actions avec des points de vie au lieu de pièces. Beaucoup de joueurs jouent des decks où il faut jouer quand même des cartes avec des pièces à jouer. Donc par exemple, que ce soit tous les tutos, donc toutes les cartes qui vont permettre de récupérer des cartes de votre bibliothèque. Par exemple, vous avez beaucoup l'effet pour 2 pièces, pour 3 pièces, vous jouez directement cette carte. Dévastation, payez 3 et détruisez tout ce qu'il y a sur le champ de bataille. Hécatombe, payez 2, détruisez tout ce qu'il y a sur le champ de bataille. Il y a plein de cartes où il faut payer des pièces. Là, la colère va faire que l'adversaire va devoir payer des points de vie. Et c'est plus gênant. Surtout que je vais vous montrer autre chose juste derrière qui est aussi intéressant. Donc là, on va arriver sur les tutos du deck. Donc moi, j'en ai que deux. Vous avez compris, je pioche énormément. Donc en fait, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de tutos, mais il y a des tutos qui sont quand même très très forts.
Ça serait dommage de s'en passer, comme par exemple le grimoire ancien qui vous permet littéralement de d'en fait choisir une carte de votre deck et de la mettre dans votre main, et pour 3 pièces de la jouer directement. 3 pièces c'est très cher, mais en fait dans mon deck j'ai que ça. J'ai littéralement que ça à payer, et la Divine Hunt, donc la chasse divine, qui vous permet de faire la même chose que le grimoire ancien, sauf que elle, c'est une carte de rang 1, et faut payer 2 pour jouer directement cette carte. Et des cartes de rang 1, vous allez voir, j'en ai pas mal, notamment dans les cartes qui arrivent, puisque du coup, je vais jouer, hop, je vais la mettre à côté. Je vais jouer Pride, donc ça, c'est une carte que je vais conseiller pareil, un peu comme Miroir de protection, limace baveuse, et en aucune façon, et les tutos aussi. Ça, les cartes qui vous permettent de récupérer des cartes de votre deck, ça c'est des cartes qui sont super fortes, qui ont beaucoup de valeur dans les decks. Je vais vous conseiller de jouer Pride en fait, parce que Pride fait que vous pouvez cibler une capacité d'un invocateur adverse, et il va perdre cette capacité-là, et c'est vous qui allez pouvoir le jouer à sa place. Je vous donne des exemples. Par exemple, dans mon deck, là, bon, on n'a pas encore parlé de la combo, mais m'empêcher de mettre des citrouilles, c'est gênant. M'empêcher de piocher 2 cartes par tour, c'est gênant. En plus de ça, l'adversaire peut le faire à ma place. Du coup, c'est encore plus gênant. R182, donc le petit robot qui a la capacité numéro 2 de pouvoir jouer le nombre d'imminentes qu'il souhaite, c'est gênant. Là, vous pouvez l'empêcher de faire une capacité et de la jouer à sa place. Ça évite que c'est très fort contre les decks qui tournent autour d'une capacité, d'une unique capacité. Derrière, on a du coup le maximum level up que j'aime beaucoup aussi, qui va très bien combo avec Pride ou sans Pride aussi. Donc, qui va permettre de monter au niveau maximum l'invocateur ciblé. Donc, et vous pouvez le faire sur un invocateur adverse. Par contre, en le montant au niveau maximum directement, toutes les capacités de niveau inférieur sont interdites. Donc, par exemple, vous faites un maximum level up sur mon Jack, je me retrouve vraiment pas bien parce qu'en fait, Jack passe niveau 3 et je ne peux plus invoquer de citrouilles et je ne peux plus booster mes citrouilles. Et en fait, vous allez comprendre que sur tous les decks, c'est un problème. Par exemple, sur Canarman, eh ben, je ne pourrais plus piocher 2 cartes par tour, je ne pourrais plus mettre de canard explosif. Je serais obligé de faire la capacité droit tout le temps, même si mon Canarman est niveau maximum. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre au tour 1, vous pouvez attendre que l'adversaire soit déjà au niveau maximum pour lui mettre. Et là, ce qui est fort, en fait, c'est ça couplé à Pride, en fait. Puisqu'en fait, si vous montez de niveau maximum, par exemple, mon Jack, il va être niveau 3, je vais pouvoir utiliser que la capacité numéro 3 à cause du maximum level up, puisque c'est l'effet de la carte. Si en plus de ça, je couple ça à Pride, donc l'orgueil, donc je pose l'orgueil sur le terrain, je vole la capacité numéro 3 de Jack, et ben en fait, l'invocateur adverse ne peut plus jouer de capacité. Il n'a plus aucune capacité sur son invocateur. Donc la combo est très très forte. Ça empêche totalement toutes les capacités d'un invocateur juste avec 2 cartes. Donc je joue aussi la prophétie d'effondrement. C'est une carte que j'aime beaucoup jouer en joueur 1 ou en joueur 2. Le joueur 1 commence avec 6 cartes, le joueur 2 commence avec 4 cartes. Si vous êtes joueur 1, vous pouvez faire en sorte que l'adversaire commence la partie avec une carte, si jamais cette carte passe au tour 1. Si vous êtes joueur 2, vous pouvez réduire de moitié la main de votre adversaire dès le premier tour, puisqu'il ne pioche pas au premier tour, ce qui va énormément le limiter dans ses choix. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Et il n'y a pas beaucoup de cartes qui jouent, enfin il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent avec les gold en plus pendant le tournoi. Donc les 3 gold, ça les a pas beaucoup avantagés dans le tournoi. Et ça m'a fait quand même gagner pas mal de parties. Je crois qu'il y a 2 parties où vraiment au tour 1 je l'ai sorti, et ça a beaucoup embêté mes adversaires. Donc là, moi ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit depuis le début, ouais, je vais jouer à un jeu agressif. Pour le moment, vous n'avez rien vu d'agressif. Et là, ce qui va vous paraître encore plus bizarre, c'est que, bon, moi je suis pas quelqu'un qui aime jouer des jeux agressifs de base dans les TCG, je suis quelqu'un qui est plutôt contrôle, qui aime plutôt contrôler le terrain, empêcher l'adversaire de jouer. Donc je pouvais pas juste faire un jeu agressif, il fallait que je fasse un petit mixte un peu bizarre entre de l'agressif et du contrôle. Et j'ai eu une super idée qui est de mettre des spellcasters. Donc les spellcasters, ça va être 8 cartes en fait.
et je vais vous lire un spellcaster, je vais vous lire le rang 4, voilà. Donc lanceur de cartes, de sorts de rang 4. Alors je suis désolé depuis le début, je dis beaucoup le nom des cartes en anglais, parce que j'étais là à l'alpha, et du coup j'ai beaucoup le nom des cartes en anglais. C'était juste la partie. Donc tant que cette incantation est en jeu, seules les cartes de rang 4 peuvent être jouées. Donc ça, c'est une carte qui, quand vous la posez, va faire en sorte que aucune carte autre que rang 4 ne peut être jouée. Alors, ça s'active pourquoi? Ça s'active pour les cartes de la main, donc tout ce qui est incantation, créature, porte, les level up. On ne peut pas jouer de level up d'un autre rang. Et en plus de ça, ça marche aussi pour toutes les cartes de rang infini. Par exemple, je vous donne un exemple. Je joue un rang 4 Spellcaster, donc un lanceur de sorts de rang 4. On ne peut pas jouer d'autres cartes que des rangs 4. Donc, je ne peux pas invoquer de citrouille, puisqu'elles ne sont pas rang 4, elles sont de rang infini. Je prends un autre exemple, mon holoclone ne peut pas invoquer de clone. Les Dark Temples, donc les temples sombres, ne peuvent pas invoquer de créatures de rang infini. Donc en fait, comment fonctionner mes tours? Donc je vais me mettre sur le côté gauche. Donc là, on va utiliser cette partie-là du plateau. Souvent, voici comment se passer un tour. Je monte de niveau un de mes invocateurs, je passais à 2 de compétences sur Jack ou sur Canarman en fonction de ce que j'ai dans la main. Et je vais mettre une citrouille sur le terrain. Ah, attendez, hop, je vais faire des copier-coller comme ça. Hop, je mets une citrouille sur le terrain. Je garde, donc je perds un point de capacité sur Jack. Je garde Canarman pour répondre à l'adversaire, pour l'embêter avec toutes les cartes que j'ai mis au-dessus. En général, c'est comme ça que ça se passait. Et mon dernier point, en fait, hop, je mettais un spellcaster. Enfin, un lanceur de sorts sur le terrain. Et en fait, eh ben, l'adversaire était complètement bloqué. Puisqu'il ne peut pas monter de niveau, donc il prend du retard sur ses montées de niveau. Il ne peut pas mettre de rang infini, il ne peut pas mettre de créature, il ne peut rien faire en fait. Sauf avec des cartes de rang 4. Je vais vous donner un exemple, par exemple, juste ici. Hop, je sais pas pourquoi ça en a pris autant. On peut calculer, par exemple, dans un deck compétitif, on va prendre mon deck, combien de cartes de rang 4 j'ai. Pourquoi avoir choisi le lanceur de sorts de rang 4, de rang 3, et le lanceur de sorts perfectionniste? Parce qu'en fait, le rang 4 va nous permettre de jouer que des cartes de rang 4. Celui du rang 3 va nous permettre de jouer que des cartes du rang 3. Et le perfectionniste va nous permettre de choisir le rang qui va pouvoir être joué pendant les tours. Pourquoi avoir choisi le rang 4 et le rang 3? La réponse est assez simple. Dans un deck compétitif aujourd'hui, il y a très peu de cartes de rang 3 et de rang 4 parce qu'elles sont moins fortes en fait. Exemple, on va voir tout de suite combien de cartes il y avait de rang 4 et de rang 3 dans le deck. Pristine Level Up et rang 1. On peut jouer des niveaux super généreux, on peut jouer des Ethereal Level Up. Colère est pas jouable. Masque des Ténèbres rang 3, pioche une carte, gagner un gold, ce qui est bien, mais c'est pas ce qui va me permettre d'avancer dans mon deck. Donc en aucune façon injouable. Hécatombe injouable. Miroir de protection rang 3 jouable pour répondre. Limace baveuse injouable. Les grimoires chasse divine injouable. Pride injouable. Niveau maximum injouable. Prophétie d'effondrement injouable. Bon, les spellcasters c'est autre chose. Et en fait, vous comprenez que tous les decks, il y avait, en fait, dans toutes les parties que j'ai jouées, on va dire que 80-85% des cartes des decks de mes adversaires ne pouvaient pas être jouées en mettant des spellcasters de rang 4 et de rang 3. Donc en fait, j'ai fait 7 matchs en tout. Il y a 4 parties, 4-5 parties où j'ai gagné, où l'adversaire n'a pas pu poser plus de une ou deux cartes maximum. En fait, en posant ça, il était bloqué. Il était bloqué, il ne pouvait strictement rien faire. Par contre, ces cartes ont un défaut. La prochaine fois que vous piochez, excluez cette carte. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de votre tour, vous posez le lanceur de sorts, donc de rang 4, de rang 3, et puis bon, je préconise avec le perfectionniste de rechoisir rang 4 ou rang 3. Alors comment je choisissais dans mon match?
en général, je regardais si l'adversaire, par exemple, si je mets un rang 4 au tour 1, et que je vois que l'adversaire ne met rien, je vais rechoisir rang 4 derrière. Euh, Pareil, si je vois rang 4 et qu'il met juste un level up de rang 4, je vais choisir rang 4 parce que je sais il a un level up de rang 4 en moins dans son deck. Et que vu qu'il n'y en a que 4, plus compliqué à avoir. Donc les lanceurs de sorts de rang 4, les lanceurs de sorts sont vraiment là pour bloquer un maximum l'adversaire. Et c'est à jouer à la toute fin du tour. C'est la dernière carte que vous jouez. Comme j'ai dit, la prochaine fois que vous piochez, excluez cette carte. Donc, fin de tour, vous jouez le spellcaster. L'adversaire joue, vous rejouez, vous piochez vos cartes, elle est exclue. Et en fait, le point faible de ce deck, ça va être ce moment-là. Ça va être le moment où en fait, vous piochez et vous devez refaire votre tour avant de rejouer un nouveau lanceur de sorts. C'est ce moment-là où le deck craint le plus et a le plus de mal. C'est-à-dire que l'adversaire peut jouer des dévastations, peut jouer des hécatombes, peut jouer plein de choses. Et c'est pour ça qu'on joue les citrouilles. Parce qu'en fait, pendant mon tour à moi, l'adversaire peut jouer plein d'imminentes. Et les imminentes, en général, c'est des cartes qui détruisent, c'est des cartes qui répondent à autre chose. Et les citrouilles ont ce super effet de juste ne pas pouvoir mourir autrement que par des blessures de combat. Et ça, c'est. Et du coup, bah souvent, l'adversaire n'avait pas de quoi gérer les citrouilles sur le terrain. Hop, donc ça, c'est le petit côté contrôle du deck. Mais comme je vous ai dit, moi, je veux gagner en 30 minutes. Donc déjà, pour gagner, faut comprendre que les spellcasters, ça empêche l'adversaire de jouer. Mais ça permet aussi indirectement de prendre de la place sur le terrain, puisque vu que lui ne peut rien jouer, vous montez de niveau plus vite que lui, vous mettez des créatures sur le terrain et lui ne peut pas en mettre. Donc votre premier tour où vous ne pouvez pas attaquer dans tous les cas, eh ben, il n'est pas perdu puisque l'adversaire ne pourra rien faire non plus. Donc ça, c'était les petits lanceurs de sorts. C'était important que je prenne un peu de temps sur les lanceurs de sorts. J'en reviens parce qu'il n'y en a que 4. C'était important que j'explique un petit peu les lanceurs de sorts, comment ça fonctionnait, parce que c'est vraiment la base du deck qui a fait que j'ai gagné le tournoi. Maintenant, le côté très agressif, qui est un peu plus connu, pour le coup. Donc moi, il y a des créatures que j'aime beaucoup. Par exemple, le Magma Dragon est très très fort. Quand il attaque, pile ou face, vous réussissez 2 points de dégâts à la créature ciblée, vous ratez 2 gold. Créature de rang 1, elle a le vol, une 4-3, des super stats, le vol, en plus de ça, peut détruire des créatures. Et franchement, le Mama Dragon, quand on veut jouer un deck un peu aggro, il est vraiment cool. Oliscule, moi j'adore, le synchrane. Vous appelez 5 squelettes de rang infini. Donc, pareil, ça m'a fait gagner une partie. Il y a une partie que j'ai gagnée grâce à ça. On joue Oliscule. Et en fait, faut comprendre qu'à un moment, quand vous mettez 5, quand vous mettez 5 squelettes sur le terrain, hop, je vais les redresser. Quand vous mettez 5 squelettes sur le terrain et qu'à la fin du tour, je vais faire ça, et qu'à la fin du tour, vous faites un, un lanceur de sort de rang 4, tout de suite, l'adversaire n'est pas très content. S'il ne peut pas s'il ne peut pas mettre de créatures pour venir contrer les squelettes, là, il y a quand même 5 squelettes qui sont prêts à l'attaquer. Et en plus de ça, combien même il arriverait à les détruire, elles ont la capacité RIP qui fait qu'on lance une pièce et si jamais il y a un succès, elles reviennent sur le terrain avec un marqueur +1/+1. Donc c'est vraiment des créatures qui sont... Alors l'adversaire doit gérer le lanceur de sorts pour pouvoir jouer. Et en plus de ça, il doit gérer des squelettes qui vont pouvoir revenir si jamais je fais des piles. Enfin, si j'ai réussi à faire des piles sur le pile ou face. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça commence à être très très compliqué. Et en plus de ça, Holiscule, il a un effet qui fait que vous pouvez payer 1, faire un pile ou face. Si ça réussit, vos créatures n'ont pas le mal d'invocation et gagnent avantage. Le mal d'invocation, ça veut dire que les squelettes peuvent attaquer directement. Donc, dans un tour parfait, vous lancez Holiscule, vous invoquez les 5 squelettes, et en plus de ça, ils peuvent attaquer directement. Pour peu que l'adversaire n'ait pas pu jouer le tour d'avant, vous avez 5 nouveaux attaquants
disponibles. Donc vous mettez beaucoup de dégâts d'un coup. Par contre, si vous ratez, vos squelettes meurent. C'est pas grave, parce qu'en fait, les squelettes, elles ont la capacité RIP. Donc on va pouvoir lancer des pièces, comme ça. Et voilà, dès qu'il y a un pile qui tombe, il revient en jeu avec un marqueur. Et en fait, vous le comprenez, on fait des piles ou face, là ça va être le deuxième squelette, il revient en jeu avec un marqueur. Bon, là pour l'exemple, bon, je vais peut-être faire 3 piles pour l'exemple, mais en général, voilà, là j'en ai un qui meurt, et du coup je ferai le cinquième, et là vous le voyez, hop, dans les meilleurs des cas, vous avez 4-5 squelettes qui restent, dans le pire des cas, il vous reste 2 squelettes, un ou 2 squelettes, donc un squelette c'est vraiment pas de chance, 2 squelettes, c'est 2 ou 3 squelettes, c'est la moyenne, donc si vous avez 2 squelettes de 2, pour un point de compétence, vous avez 2 squelettes de 2. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Au meilleur des cas, vous pouvez mettre beaucoup de dégâts adversaires. Et en plus de ça, même si vous ratez au liscule, vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver avec 3-4 squelettes de 2 sur le terrain. Et ça commence à être chaud. Le tour d'après, si l'adversaire ne peut rien jouer, là il y a 8 sur le terrain, quoi. C'est hyper, hyper violent. Donc Holy dans les jeux agressifs, je recommande, je trouve que c'est une super carte personnellement. Ensuite, il y a Chronos. Chronos que j'aime bien pour jouer en tant que joueur 2. Parce que quand vous êtes joueur 1, vous avez 6 cartes, c'est votre tour, vous jouez. Mais j'aime bien avoir des cartes à jouer avant la fin du premier tour de l'adversaire. Vu que Chronos est une carte imminente, en fait, on peut le jouer à la fin de son tour. Donc, ça veut dire que votre tour n'a même pas commencé, que vous avez déjà une créature qui va pouvoir attaquer à votre tour. Et ça, c'est super intéressant parce que Chronos, c'est quand même une 3-3, quoi. On parlait du dragon 4-3. Chronos, c'est une 3-3 qui a vol et en plus de ça, qui a distance. Donc, quasiment imbloquable, quoi. C'est quasiment impossible de bloquer Chronos. Et en plus de ça, elle a une capacité. Vous payez une pièce. La dernière carte ayant effectué une action revient en main. Échec, votre adversaire se défausse d'une carte. Des super stats imminentes, un effet vraiment cool, et en plus de ça, vol distance, la carte est super bien. Et je vous propose, pour finir en créature, El Diablo, qui est la créature du coup, je sais qu'elle n'est pas tout le temps jouée, mais moi je l'aime bien parce qu'elle a la percée surtout. En fait, c'est une 6-2 qui a la percée, c'est-à-dire que si j'attaque avec et que l'adversaire défend, par exemple avec un Chronos, Chronos a 3 de défense, El Diablo a 6 d'attaque. En fait, le surplus de dégâts, donc vous voyez 6-3, il reste 3 points de dégâts qui n'ont pas été utilisés, bah, le surplus de dégâts va directement sur les invocateurs adverses. Le seul problème de Chronos, de El Diablo, c'est que l'adversaire peut payer 6 pièces au contrôleur d'El Diablo, donc il peut me donner 6 pièces à moi, et annuler l'attaque d'El Diablo. Et en fait, ça va comboter un petit peu aussi avec la colère, qui fait que tout le monde doit payer plutôt des PV que des pièces. Donc en fait, au final, si vous avez la colère et El Diablo en jeu, l'adversaire doit vous payer 6 points de vie pour ne pas que El Diablo vous tape. 6 points de vie, ça fait très très mal. Donc, ouais. On a derrière, du coup, le combo. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Là, vous avez vu un petit peu les créatures agressives, vraiment, qui vont permettre d'accélérer la partie. Mais là, vous allez comprendre le, le, le principe même du deck avec, du coup, le combo qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, c'est un jeu avec comment dire, du contrôle avec toute la base contrôle qui est nécessaire à tout deck, avec les lanceurs de sorts que je vous ai montré, qui est un petit peu, on va dire, l'exotisme du deck, qui en fait, qui a permis de surprendre pendant la compétition. Et là, en fait, je vais vous montrer un petit peu le côté agressif combo qui reste. Donc, comme on a dit tout à l'heure, mes tours en général, je vais mettre des citrouilles, je vais mettre des créatures, je vais mettre des lanceurs de sorts, je vais empêcher l'adversaire comment dire, de jouer. C'est bien beau, mais ça prend du temps. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je veux que ça se finisse en 30 minutes. Je veux que mes parties se finissent en 30 minutes, donc mettre des citrouilles 1-1, c'est bien beau, même si ça devient des 2-2. T'as beau en avoir 3,
ça fait des 3-3, c'est quand même assez lent, quoi. Comment remédier à ça? C'est assez simple. En fait, j'ai des cartes qui vont booster ces créatures, tout simplement. Alors d'abord, la carte la plus importante, à mon sens, c'est celle-ci. Attendez, je la remets dans l'ordre. C'est une fin de loup. Placez cet équipement sur une créature que vous contrôlez. La créature équipée doit attaquer durant votre tour. Donc, ça, c'est obligatoire. Quand vous mettez une fin de loup sur une créature, elle doit attaquer à votre tour. C'est-à-dire que vous êtes au tour numéro 1 de la partie. L'adversaire n'a même pas joué. Si vous jouez une fin de loup, par exemple, je joue une fin de loup sur une citrouille. Ah, hop, je enlève ça. Si je joue une fin de loup sur ma citrouille, dès le tour 1, peut attaquer. Ça, c'est très très fort. L'adversaire n'a même pas pu mettre une créature encore que je peux l'attaquer. En plus de ça, une fin de loup ne s'arrête pas là. La créature équipée gagne un compteur de charge +2/+2. Jusqu'à la fin du tour quand vous invoquez une carte food, une carte nourriture. Donc dès que je vais mettre une carte nourriture sur le terrain, +2/+2. En plus de ça, je vous le rappelle, Jack donne +2/+2. Et en fait, en carte nourriture qu'on va pouvoir jouer, on va avoir le donut qui est juste ici. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée que vous contrôlez gagne un compteur de charge +3/+3. Donc en fait, moi quand je joue, si vous préférez, je vais piocher les cartes comme on a dit, 5 par 5, 6 par 6 par tour. Je vais embêter mon adversaire un maximum avec les lanceurs de sorts, puisqu'il y en a 8 dans le deck. En fait, je vais les avoir quasiment, je vais tout le temps en avoir au moins un. Et en fait, à force de piocher, je vais avoir beaucoup de cartes en main. Et il y a un moment où je vais me retrouver avec un donut qui va me mettre +3/+3, qui est une carte du coup de nourriture. Ou alors avec un piment explosif qui donne +2/+2, qui est aussi une carte de nourriture. Alors le piment explosif, c'est un équipement qui reste tout le temps. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous le mettez dessus et puis ça reste tout le temps. Et ça active quand on la pose une fin de loup. Donc c'est-à-dire que vous jouez le piment, +2/+2, une fin de loup s'active, +2/+2, ça devient une 5/5. Une 5/5 qui peut attaquer au tour 1. C'est-à-dire que si j'ai un piment ou un donut, j'ai une 5/5 ou une 6/6 qui pourrait attaquer au tour 1, parce que le donut donne +3/+3. Donc +3/+3, nourriture +2/+2, et vu que c'est une 6/6. Donc en fait, j'aurai une grosse carte sur le terrain qui va pouvoir attaquer dès le début. Alors, que fait une fin de loup aussi? La créature équipée détruit. Si la créature équipée détruit une créature adverse, excluez la créature détruite. Donc, en plus de tout ce que fait une fin de loup, elle va exclure les créatures que je vais détruire. Donc, c'est vraiment super fort parce que du coup, ça va même pas au cimetière. C'est directement exclu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le donut, pour 3 gold, vous pouvez le remettre dans votre main à la fin du tour. Donc, comme je vous ai dit, en plus de ça, ce qui est bien dans le deck, c'est que on joue pas trop avec les pièces. Donc, si jamais vous voulez mettre un donut et puis le récupérer dans votre main pour recommencer au tour d'après, bah, vous allez pouvoir recommencer. Donc, vous allez avoir des citrouilles 6/6 qui vont attaquer constamment. 6/6, encore, je parle de 6/6 sans le boost de Jack, hein. C'est juste avec une fin de loup, le donut et les. Ah mince, hop, j'ai fait n'importe quoi. Et comment dire, les stats de base de la citrouille. Mais en plus, avec Jack qui. Mince, j'ai lancé la pièce. Mais en plus, avec le Jack qui donne +2/+2, on arrive vite fait sur 6/6, 8/8, ça va super vite. En plus de ça, si jamais vous avez le Master Chef, qui dit doubler les effets de toutes les cartes nourriture. Là, vous comprenez où je veux en venir. Tant que le maître cuisinier est sous votre contrôle, vous pouvez invoquer une carte nourriture gratuitement chaque tour. Donc là, vous comprenez le truc. C'est-à-dire que si j'ai un donut en main, je vais pouvoir le jouer gratuitement. Aucun point n'est requis. Donc, je le joue gratuitement. Il est doublé grâce au maître cuisinier. Donc, au lieu de donner +3/+3, il donne +6/+6. En plus de ça, une fin de loup s'active et donne +2/+2. Ça fait +8/+8.
Ma citrouille est une 1, ça fait 9-9. Jack donne plus 2, c'est une 11-11. Je pense que vous comprenez le truc. C'est que là, en fait, en plus de ça, en mettant un lanceur de sorts à la fin du tour, non, je fais n'importe quoi encore, en mettant un lanceur de sorts à la fin du tour, euh, et ben en fait, quand l'adversaire ne peut pas mettre une seule carte, en fait, il ne peut pas poser une carte, ou alors une carte de temps en temps, il ne peut pas détruire les citrouilles pendant mon tour, parce qu'en fait, la capacité même de la citrouille, c'est de ne pouvoir être détruite que par des blessures de combat, et qu'en plus de ça, les citrouilles, ça devient des 11-11 pendant mon tour, ça devient très très compliqué. En fait, souvent, bah voilà, je faisais une attaque, je tuais un invocateur, je posais mon lanceur de sort, je relance une attaque, je tue le deuxième invocateur, et on se serrait la main, et c'était fin de partie. En plus de ça, je vais jouer le poivre. Ah, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès. Je vais le mettre là-bas, c'est pas grave. En plus de ça, je joue le poivre. Doubler la puissance d'attaque d'une créature. Donc doubler la puissance d'attaque d'une créature, c'est-à-dire que là, c'est une 11-11, on peut la faire passer en 22-22. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, vu que vous allez avoir plusieurs citrouilles, en fait, pareil avec le donut, si vous attaquez avec plusieurs citrouilles, vous avez la phase d'attaque. L'adversaire va pouvoir faire une phase de défense. Donc phase de défense, il va me dire, bon, je te bloque cette citrouille-là, par contre, je vais me prendre ces deux-là. Et bien en fait, en réponse à sa défense, vous mettez le donut, donc ça devient une 4-4. En plus de ça, vous avez boosté plus 2, donc c'est une 6-6 avec Jack. Vous mettez le poivre, ça devient pas une 4-4, ça devient une 7-7 avec le Master Chef. Vous mettez le poivre, ça double, ça devient une 14-14. Vu que c'est une créature, c'est une carte food, c'est redoublé parce qu'il y a le Master Chef. Donc ça devient une 28-28, qui n'a pas été bloquée, qui ne peut pas être détruite autrement qu'avec des blessures de combat. C'est insoutenable et c'est très très compliqué. Je vais vous parler après de comment jouer contre ce deck et ce sur quoi il faut faire attention parce que j'ai perdu une partie pendant le tournoi d'ailleurs. Et je vais vous dire un petit peu les petites ficelles de comment j'ai perdu et là où il faut faire attention. Donc ça c'est toute la partie combo. Donc maintenant je vais vous expliquer toute la combo du deck pour tuer l'adversaire très rapidement. Dans les cartes qui restent, il en reste deux dont je ne vous ai pas parlé. Il reste la prophétie du renouveau. Vous pouvez vous défausser de votre main et piocher 6 cartes. Si vous le faites, votre adversaire font de même. Vos adversaires font de même. Alors, pourquoi je l'ai mis dans le combo? Alors, on va revenir du coup sur Canarman. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, la capacité 2, on va utiliser des cartes avec. Piochez 2 cartes et votre adversaire peut piocher une carte. Pour chaque carte que l'adversaire pioche pendant ce tour, il va perdre un point de vie. Donc là, en fait, tout simplement, vous forcez l'adversaire de défausser sa main et de piocher 6 cartes. Donc vous lancez d'abord la capacité 2 de Canarman. L'adversaire va perdre un point de vie pour chaque carte qu'il pioche. Et après, vous le forcez à piocher 6 cartes. Et vous piochez 6 cartes. Donc l'adversaire va devoir se prendre 6 points de dégâts. En plus de ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, je la conseille vraiment quand vous êtes joueur 2. Quand vous êtes joueur 2, vous n'êtes même pas obligé d'activer la capacité 2 de Canarman. C'est pas une carte qui brille, c'est une carte qui sert toujours. L'adversaire a 6 cartes en main, vous en avez 4 vous dans votre main à vous. Et ben en fait, c'est une bonne façon de rééquilibrer le nombre de cartes en main au tout début de la partie. Vous n'êtes pas obligé de mettre des dégâts avec, vous pouvez juste vous dire ok, je vais passer à 6 cartes en main, et il va passer à 6 cartes en main. Et en plus de ça, son tour numéro 1 où il a pu mulligan et relancer sa main plusieurs fois, ça se trouve, il va avoir une main pas très très forte. Il va pas pouvoir continuer son tour, il va être bloqué si ça se trouve. Donc la prophétie est vraiment cool pour ça. Donc je l'ai pas mis dans les empêche l'adversaire de jouer parce qu'il y a vraiment ce côté combo faire perdre de la vie en faisant piocher l'adversaire avec le Canarman. Et la dernière carte que j'aime beaucoup, c'est Food Training. Entraînement alimentaire entre en jeu avec un compteur de charge. Toutes vos créatures nourriture ou créatures équipées de nourriture gagnent +1/+1 par charge. Donc, entraînement alimentaire arrive avec une charge sur lui. Donc, il a un compteur sur lui.
Et toutes mes créatures nourriture ou créatures équipées de cartes nourriture gagnent plus 1 par charge. Et là, vous allez me dire, mais Stalios, euh, tes citrouilles, c'est pas des nourritures. Bah, le seul équipement nourriture que tu joues, c'est le piment explosif en 3 fois. Donc ça va s'activer très très peu. Et c'est là que la capacité 2 de Kellerman est vraiment très forte. C'est qu'en plus de donner des marqueurs charge plus 2, elle donne en plus nourriture à toutes les citrouilles. Donc si toutes les citrouilles sont des nourritures, toutes les citrouilles gagnent plus 1. Et en plus de ça, pour 2 pièces, un de vos invocateurs gagne 1 point de vie pour chaque carte de type nourriture en jeu. Donc toutes les citrouilles, tous les équipements nourriture, donc tous les piments, vont me faire gagner 1 point de vie. Donc pour peu que j'ai 3-4 citrouilles avec du piment dessus, je vais gagner 4-5 points de vie avec juste 2 pièces. Et comme je vous ai dit, je n'utilise pas tant les pièces que ça dans la partie. Donc en fait, c'est vraiment du bonus. Pour 2 pièces, on récupère 4-5 points de vie. C'est pas mauvais. Et en plus de ça, ça booste les créatures. Donc là, vous avez vu toutes les cartes avec toutes les façons que j'avais de les jouer. Je vous ai tout montré. Là, ce que je vous ai montré, c'est exactement le deck que j'utilisais pour le tournoi. Euh, il y a possibilité de l'améliorer, de changer des cartes. Je vais d'ailleurs vous dire tout de suite les decks où c'est un peu plus compliqué. Là où ça peut caler avec ce deck. Alors, ce deck n'est pas très bon, par exemple, pour jouer contre Hermétique Champion. Hermétique Champion, en fait, c'est un invocateur qui fait piocher les 2 joueurs. Or, la prochaine fois que vous piochez une carte, excluez cette carte. Donc quand vous jouez un lanceur de sort, qui est en 8 fois dans votre deck, donc elle est quand même assez présente, hein, c'est quasiment 20% du deck qui est rempli de lanceurs de sorts, et ben en fait, Hermétique Champion va faire piocher les 2 joueurs. Donc ça veut dire que dès que vous jouez ça, l'adversaire peut jouer la capacité d'Hermétique Champion, nous forcer à piocher, et quand on pioche, et ben, le spellcaster, il est exclu. Donc ça, c'est un problème. Donc ce que je préconise contre ça, c'est que quand vous jouez contre Hermétique Champion, il vous faut récupérer de quoi aller chercher l'orgueil, le jouer et empêcher l'adversaire de vous faire piocher. Ou alors vous comptez pas du tout sur vos lanceurs de sorts, spellcaster, lanceur de sorts. Ça, c'est à vous de voir de ce côté-là. C'est pour ça aussi que j'avais fait un side. Je vais vous le, hop, je vais le sortir tout de suite. Side de tournoi, il est là, hop. En fait, dès que je jouais contre un Hermétique Champion, de base, j'étais parti sur le fait de gagner en 30 minutes. Sauf contre Hermétique Champion, je joue l'égalité. Donc je joue avec du gain de points de vie. Ce que j'ai pas du tout fait pendant le tournoi. C'est-à-dire que c'était mon plan de base. Et il y a eu 2 decks Hermétique Champion dans le tournoi. Et les deux, j'ai décidé de ne pas rajouter de cartes de mon side. Je pense que la défaite que j'ai fait, j'aurais pu la transformer en égalité. Ou pouvoir revenir en mettant mes générateurs de points de vie. Je me suis dit, je vais gagner de la vie, je vais jouer un peu plus lentement. Je vais essayer de one-shot en fait. En fait, je vais gagner de la vie et essayer de one-shot. Et je vais enlever en fait 5 des 8 spellcasters pour ajouter les 5 cartes qui sont là. Donc je vais vous parler un petit peu du side. Chaque cycle, vos invocateurs gagnent 1 point de vie. Vous faites un succès, vos invocateurs gagnent 1 point de vie. Vous gagnez de la vie quoi en gros. Showdown, au début de votre tour, vos invocateurs gagnent 1 point de vie. Vous gagnez de la vie. Si vous êtes vraiment dans la sauce, vous pouvez piocher, vous pouvez payer une pièce, faire un pli ou face. Vous faites un succès, vos invocateurs gagnent 3 points de vie. Vous faites un échec, tous les invocateurs en jeu gagnent 3 points de vie. Vous gagnez juste des points de vie. Et Mute est une carte vraiment très cool. Aucune action ne peut être activée durant ce tour. Donc contre un deck qui utilise des actions, c'est vraiment cool parce que vous allez pouvoir répondre à son action avec Mute et il va pas pouvoir l'activer. Du coup, vous avez vu tout le deck. À quoi faut-il faire attention? On pioche beaucoup, il y a quand même un facteur, bien sûr, on est sur un TCG, il y a forcément un facteur d'aléatoire, même s'il est plus ou moins contrôlé. Il m'est arrivé de ne pas avoir de spellcaster pendant certains tours dans ma main. Donc, pas compter à 100% sur les spellcasters. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre plus. J'ai décidé de ne pas mettre Reverso. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Reverso avec, parce que j'estimais que je piochais assez. Je voulais pas. En fait, j'aime bien quand mes jeux sont lisibles. Je voulais surtout un deck agressif, c'était ça le plus important.
plus qu'un deck contrôle, avec une pointe de contrôle pour vraiment gêner l'adversaire, et surtout pour surprendre. C'est-à-dire qu'en général, quand on voit Jack sur le terrain, on se dit pas que la personne va jouer contrôle. On sent plutôt que la personne va vouloir jouer agressive. Et je pense que ça a été une bonne chose de ma part de jouer sur un peu l'effet de surprise. Du coup, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les spellcasters sont contrables. Il y a des decks qui sont plus aggro que celui que je joue. Donc en joueur 2, ça peut être compliqué quand le deck adverse est très très aggro aussi. Donc il faut faire attention, il faut bien répondre au deck. Et c'est pour ça que la base de réponse est là et qu'il faut l'utiliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que je peux améliorer aussi. C'est la première fois que je fais ça. Est-ce que je vais trop dans les détails? Est-ce que j'y vais pas assez? Bon, après là, j'ai littéralement tout dit. Euh, Est-ce que vous voudriez voir d'autres decks? N'hésitez pas à me le dire. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.